guide de méditation, guide de pratiquants qui pratiquent 3 ans, 6 ans, jusqu'à 12 ans de méditation toute la journée, des retraites de longue durée, jusqu'à 12, 13 ans, j'ai déjà guidé. Ce sont des gens donc, qui pratiquent 12 heures de méditation par jour, ou 13 heures, et aussi la nuit, bien sûr, dont je m'occupe. Et j'ai bien vu qu'ils avaient, à des moments, besoin d'une aide thérapeutique. Parce qu'il y a des choses qui sortent, ou même les plus grands méditants, comment est-ce qu'on dit ça? Ce ne sont pas des grands méditants qu'on nous emploie de regarder. Mais ils se pensent des grands méditants parce qu'ils méditent pour aussi longtemps. Mais en fait, si on a encore peur de regarder ce qui se passe à l'intérieur, si on évite, si la conscience évite de ressentir même la peine, les douleurs de la petite enfance, les traumatismes, et on en vit toute une vie, on utilise la méditation pour l'éviter au lieu de le soudre, alors on n'arrive pas à l'éveiller. Il faut regarder, et des fois à l'aide d'un thérapeute, même après 20 ans de méditation toute la journée. C'est très conseillé, il ne faut pas perdre de temps. Le moment où on a besoin d'une telle aide, il faut l'utiliser. Et pour tous les psychothérapeutes, je dirais, plus que vous méditez dans le sens de développer la pleine conscience, mieux c'est pour vous et pour vos clients, parce que vous avez une meilleure présence, une meilleure compréhension de comment se passent les choses dans l'esprit. C'est quoi une émotion? C'est quoi les sous-courants qui motivent notre existence? C'est-à-dire le besoin, la volonté d'exister, l'envie de se prouver son existence par les impressions sensorielles. C'est quoi ces motivations qui nous poussent à parler, à nous prouver par le fait de s'occuper des autres, d'être thérapeute? Toutes ces identifications personnelles qui entrent inconsciemment dans le jeu de la thérapie. Parce que le thérapeute a besoin d'être et se prouver son existence par le fait d'aider autrui. Juste parce que le thérapeute ne peut pas rien faire. Il n'a pas appris de rien faire. Le thérapeute n'est pas content quand il n'a pas de clients. Pas content. Qui est-ce que je suis quand je n'ai pas de clients? Qui est-ce que je suis quand je ne suis plus thérapeute? Quand personne n'a besoin de moi. Vous voyez, tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle psychothérapie essentielle, de réfléchir sur des bases essentielles de notre travail, en intégrant toutes les méthodes psychothérapeutiques dont on peut avoir accès. On intègre tout cela. Mais la réflexion profonde sur la nature de notre être, ce processus d'identification qui nous pousse tout le temps à se comporter d'une manière plutôt que d'une manière plus libre, on réalise que comme thérapeute habituel, on est quand même poussé par une incapacité d'être libre et heureux juste comme ça. Sous-consciemment, on utilise l'autre pour s'affirmer, pour se confirmer dans son existence. C'est incroyable. Le travail de pleine conscience consiste à pas seulement le réaliser, mais en trouver la solution. L'ouverture de l'être dans l'état naturel, de l'être pareil comme un enfant, pareil comme quelqu'un qui s'endort, mais comme adulte. Un adulte qui se détend, qui s'ouvre. Et c'est de là, avec cette autre posture, que l'on peut être un thérapeute bien meilleur que ce qu'on était avant. Donc maintenant, ça fait déjà, on est au 10e cycle de formation dans la psychothérapie essentielle et nous avons vu
bien plus qu'une centaine de personnes qui ont fait cette formation. On doit être à 150, je n'ai pas compté, quelque chose comme ça. Et entre eux, il y a des jeunes, bien sûr, et des jeunes qui veulent apprendre ça au début de leur cheminement thérapeutique. Mais aussi, il y en a des analystes, psychanalystes, et il y en a des psychothérapeutes qui sont à la fin de leur cheminement thérapeutique et qui s'offrent ça comme cadeau. Qui s'offrent un entraînement là-dedans comme cadeau et qui nous disent, souvent c'est à peu près ces mots-là, « Ah, si j'aurais eu ça un peu avant. Là maintenant, finalement, ma vie prend son sens parce que la voie spirituelle que j'ai cultivée aussi et la voie de guérison, la voie de thérapie, finalement, elles se joignent et deviennent une. C'est une seule voie. » Et ça, c'était notre motivation aussi notre motivation, pourquoi nous avons fondé cette approche, pour donner aux thérapeutes la possibilité de faire de leur pratique thérapeutique un chemin spirituel d'éveil. Pour qu'il n'y a plus ce schisme entre les deux. D'un côté, je suis thérapeute, de l'autre côté, j'ai aussi un cheminement spirituel, peu importe si c'est chrétien, bouddhiste, islam ou athée, ou peu importe, mais une recherche personnelle. Et là, c'est ma vie thérapeutique. Ça n'a pas besoin d'être séparé. On peut faire de chaque session de thérapie une session de méditation profonde. Dans la compassion, dans la sagesse, dans la reconnaissance de la nature de l'être. Et c'était ça ce qu'on voulait pour les psychothérapeutes. Et moi, je le souhaite aussi pour les enseignants de la méditation, qu'ils apprennent à travailler de manière thérapeutique sur eux-mêmes et avec les autres. Donc, ils doivent aussi devenir un peu thérapeutes, pour être des bons enseignants de la méditation. Et pour les clients, le souhait, c'était de pouvoir leur proposer une aide thérapeutique qui s'intègre avec un chemin d'éveil, où on peut garantir que les interventions du thérapeute ne freinent pas le cheminement spirituel, le soutien. Parce qu'on n'était pas toujours sûr, et d'ailleurs ça peut être le cas, on n'est pas toujours sûr qu'une psychothérapie aide au cheminement vers l'éveil. Il y a aussi des façons de s'y prendre qui sont un peu contre-productives et qui s'excluent des fois mutuellement. Il y en a eu des thérapeutes qui n'ont aucune compréhension pour ce cheminement spirituel. Mais s'il y a cette compréhension et si on sait de ce qui est un chemin spirituel authentique qui mène vraiment à cette ouverture du cœur et de l'esprit, alors les deux peuvent développer pas seulement une synergie, mais peuvent être ressentis et vécus comme la même chose, la même approche. Donc je n'ai pas besoin de jouer l'un contre l'autre. J'avance, on pourrait dire, avec deux pieds, avec la pleine conscience et avec les méthodes thérapeutiques, jusqu'à ce que ça s'unisse complètement en moi. Et jusqu'au dernier souffle, on pourrait dire, tout mon chemin spirituel sera aussi un chemin de guérison. Il n'y a pas de différence. Tant qu'il y a encore ce stress inutile et pas nécessaire dans mon courant d'être, j'ai besoin de me soigner. Et quand ce stress est parti, on appelle ça l'éveil.
Vous me comprenez? Ça, c'était dans l'introduction. J'ai parlé longtemps, un grand monologue, je sais. Mais je n'ai pas dans mon idée de continuer toute la soirée. C'est maintenant la possibilité de demander des questions et d'offrir quelques réflexions sur lesquelles je peux donc rebondir. Pour expliquer davantage, je suis sûr que des choses ne sont pas tout à fait claires, donc profitez pour demander des questions. Et si une personne a besoin d'aller aux toilettes, vous pouvez juste y aller sans problème. Alors, quelles sont vos réflexions, questions? Vous souhaitez plutôt qu'on ouvre les fenêtres en grand, on fait une pause de 5 minutes et on se retrouve dans 5 minutes? Il y en a qui ont le courage. Il faut toujours une personne qui ose en premier. Le regard, on a parlé des thérapeutes et oui. De l'intérêt pour le thérapeute devant cette technique, peut-être prendre le regard par l'autre côté, l'intérêt pour la personne accompagnée. L'intérêt pour la personne accompagnée sera, si elle le souhaite, d'avoir donc un soutien thérapeutique qui s'intègre complètement avec son chemin spirituel, c'est-à-dire on dirait son chemin d'éveil, d'éveiller les qualités inhérentes. Ça, ce sera l'intérêt. Et bien sûr, l'aide thérapeutique sera aussi plus au point parce qu'on n'évite pas les points essentiels de la vie. On parle du sens de la vie, on parle de la préparation à la mort, on regarde la nature des émotions, dont le soutien thérapeutique est aussi un peu plus profond. Ça suffit en bref, comme je t'ai répondu? Ouais? Non, Samia, ça suffit pas? Non, en fait, j'étais juste en train de me dire, si j'ai en face de moi une personne qui n'a absolument pas de vie spirituelle, qui n'est pas du tout dans un chemin spirituel. Oui. Elle n'a pas besoin d'entendre que tu es branché un peu de ça, tu fais la thérapie avec elle et de toute façon, c'est toi comme thérapeute qui veille sur le fait que ça la soutient complètement. Les personnes n'ont pas besoin d'être spirituelles. Et spirituel, j'aime pas ce mot de toute façon. Comme j'ai expliqué au début, non, c'était pas au début de cette conférence. C'était cet après-midi. Spirituel, pour moi, c'est quelqu'un qui a cette envie profonde de connaître l'esprit. C'est pour ça qu'on peut l'appeler spirituel. Mais ça ne veut pas dire ésotérique, ça ne veut pas dire religieuse. Tout ce sens-là, ça ne s'applique pas. C'est vraiment une personne qui a envie d'ouvrir l'esprit à tout son potentiel. Et la personne en face, on la soutient comme elle le souhaite et toujours avec une vision à long terme. Même si elle n'en est pas consciente, on la soutient quand même de cette manière. Comme une mère qui soutient son enfant avec une vision à long terme sans que l'enfant puisse l'exprimer. Une question. Je voulais savoir, là on parle du travail qu'on fait avec nous-mêmes, mais on peut aussi parler des personnes proches avec qui on est, typiquement quand on est en couple. Si nous on fait ce travail mais que l'autre n'est pas du tout dans ce travail, comment faire pour que finalement ça se combine bien, même si notre ouverture va faire que, mais je me dis, au bout d'un certain temps ou un certain nombre d'années, il y a quand même un écart qui va se faire. Et comment faire en sorte de vivre quand même en cohérence, même si l'autre est
pas du tout dans le genre de travail. Là, vous me posez une question difficile, parce qu'on connaît bien cet écart qui se produit entre une personne qui fait un travail sur elle-même et une autre qui ne le fait pas. Donc, parlons du point de vue de celle qui fait ce travail, elle aura besoin d'une grande ouverture de cœur et de patience pour ne pas avoir envie, ne pas cultiver cette envie que l'autre change. Donc, ça c'est, là ma réponse était facile, on pourrait dire, parce que du fait qu'une personne fait ce travail sur elle, ses priorités changent. Elle a envie d'autres façons d'être, d'autres façons de passer son temps que la personne qui ne fait pas ce travail. Donc avec le temps, on a du mal à se décider ce qu'on fait dans les vacances, ce qu'on fait avec la soirée. Et oui, je n'ai pas de réponse facile. Et il faut découvrir, est-ce que l'amitié, l'amour entre les deux est suffisamment grand pour faire le pont entre ces deux approches à la vie assez différentes, qui deviennent toujours un peu plus différentes. Là, une bonne communication, une acceptation, nommer les choses sans les cacher, ne pas faire de faux compromis, tout cela, ça entre en jeu. Et fin du jour, on se sépare peut-être quand même. Peut-être on se sépare alors en bonne amitié. Mais je n'ai pas de solutions qui sont bonnes pour tous. Mais je connais cette forme de patience et équanimité et grand cœur qu'il faut pour pouvoir vivre cette situation. Tu peux plus poursuivre la question. C'est tout à fait possible, parce que là, ce n'était pas très spécifique. Non, ça me va comme C'est bon? Mais dans les autres cas où. Ouais. Pas forcément dans le cadre d'un couple, mais typiquement, j'imagine au travail. Quand on fait aussi, on arrive à mieux accueillir les émotions, mais on est face à des gens qui les accueillent pas. C'est aussi parfois compliqué parce qu'aucune réaction, ou voilà, ça peut être dur aussi pour les autres de comprendre pourquoi ça nous atteint plus ou ça nous atteint moins, et de savoir justement comment réagir face aux émotions parfois des autres quand ils ne savent pas les gérer. Plusieurs niveaux. Déjà, nous, on continue notre travail, on accueille les émotions. Bien qu'il vienne, on travaille avec ses propres émotions, on ne les projette pas sur les autres, ça c'est clair. Et des fois, on offre aux autres aussi le côté émotionnel dont ils ont besoin pour comprendre. Si vous n'énervez jamais, parce que vous travaillez votre colère et tout cela, les autres ne comprennent pas qu'ils ont dépassé des limites. Donc des fois, il faut leur offrir la colère. Mais sans les blesser. Mais c'est juste, on affiche une force qui les fait comprendre. On ne se laisse pas faire. Faire le travail intérieur ne veut pas dire d'être... comment est-ce que je peux exprimer ça? Spielball, d'être un bal de jeu pour les autres, et qu'ils puissent faire avec nous ce qu'ils veulent? Non, non. Parce qu'on devient de plus en plus libre, on peut aussi afficher notre force de manière de plus en plus libre. On parle même dans le bouddhisme d'une compassion sans pitié. Une compassion de sagesse qui, si nécessaire, peut être stricte et même faire mal là où c'est nécessaire, parce que c'est nécessaire. Une compassion impitoyable. Donc, il y a toute une sagesse dans les équipes quand on travaille ensemble, une grande sagesse de comment communiquer, quand est-ce que c'est le moment d'être doux, quand est-ce que c'est le moment d'être ferme, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire.
plus on est flexible et fluide à l'intérieur, mieux ce sera pour la situation. Est-ce que vous pouvez nous parler de la compassion, nous préciser les contours de ce terme? Oui, je voudrais bien vous parler de la compassion. Elle a demandé que je puisse préciser le contour de ce terme, Pour vous. de cette qualité. Pour moi. Pour vous aujourd'hui, oui. Pour moi, aujourd'hui, c'est inspiré avec le cœur ouvert, dispo à ressentir tout ce qui est, avec toutes les souffrances, avec toutes les joies. Pour moi, compassion n'est pas un mot idéal. En allemand, nous avons Mitgefühl et Mitleid. Mitgefühl, c'est sentir avec. Pour moi, le cœur souple et réceptif veut dire aussi de pouvoir ressentir la joie de l'autre, le bien-être, pas seulement sa souffrance. D'être perméable dans le sens de vraiment laisser entrer en moi, laisser ressentir en moi les différents états d'âme de personnes autour de moi. Comme un tambour avec deux faces qui résonnent avec un autre tambour près de lui qui est sonné. Vous savez, quand on sonne un tambour, l'autre vibre avec et commence à faire un son. Aujourd'hui, je me sens de plus en plus comme un tambour qui résonne avec tout ce qui se passe autour. Légèrement, on peut ressentir que tout a un effet sur nous, sur moi, sur ce courant d'être. Il n'y a rien qui n'a pas d'effet. Même le tram qui passe maintenant a un effet sur nous. Et subtilement, on peut ressentir tout cela. Donc ne pas avoir de préavis à ce qu'on souhaite ressentir et ce qu'on ne l'on souhaite pas ressentir. Pas avoir de préavis, de préjugés, d'être prêt à s'ouvrir à tout cela. Et ça, c'est la première phase de la compassion. Deuxième phase, d'enlever les freins et de se permettre d'offrir une action adéquate, d'offrir une réponse adéquate. Donc pour moi, aujourd'hui, parce que vous avez précisé cette question comme ça, ce n'est pas seulement ressentir, mais aussi réagir, mais de manière libre et adéquate à la situation et la personne. Donc c'est aussi compassion active qui agit pour le bien de la situation, pour le bien de tous. Dans les deux cas, dans les deux directions,